l'histoire de la vie. Ah oui, la biodiversité, c'est l'histoire de la vie. Mais alors, pourquoi on parle d'extinction? C'est l'extinction des dinosaures? Ok, en toute objectivité, je trouve que le monde se porte pas si mal sans eux. D'autant que sans T-Rex, les autres animaux ont pu se multiplier tranquillement. Les scientifiques recensent aujourd'hui 1,76 million d'espèces différentes peuplant la Terre, mais ce chiffre est largement sous-estimé. Presque 2 millions d'espèces connues. Ça fait une sacrée cohabitation, ça. On fait comment pour s'y retrouver? Et puis, il faut le loger, tout ce monde-là. En forêt, par exemple, ça se passe comment? Fred, attention, la sorcière derrière toi! Ah non, n'abîmez pas Fred. Il n'a pas encore répondu à mes questions. D'ailleurs, il tombe au bout de combien de temps, les arbres d'une forêt? Tous prêts pour l'air glaciaire! Les dodos ne relanceront pas! Eh ben, ces dodos-là, ça fait longtemps qu'ils dorment et ils sont pas prêts de se réveiller. Une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20 minutes, soit 26 280 espèces disparues chaque année. Ouh là 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 là, ça va beaucoup trop vite. Oh là là, et j'imagine que c'est pas qu'en forêt. Quelles espèces sont les plus menacées dans le monde pour l'instant? En fait, la 6e extinction, c'est ça, c'est la fin des écureuils. Des mouches, des crocodiles, des champignons, des fleurs. La fin des humains, quoi. On va tous crever. L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Oui, bon, faut pas exagérer non plus, Moi, je poserai la question à Fred. Et puis, j'ai encore 30 millions de questions sur la biodiversité. C'est quoi un chronopio et un ancêtre commun et une chaîne alimentaire? Et est-ce qu'on peut sauver les abeilles et les cactus et les morues? Fred! Eh oui, la petite voix, on devrait pouvoir sauver toutes les espèces à condition quand même d'y mettre un peu du nôtre. En attendant, l'homme a plutôt tendance à les négliger et à déstabiliser les équilibres naturels à tel point que certains scientifiques nous mettent aujourd'hui en garde contre les risques d'une 6e grande extinction des espèces. On y reviendra à la fin de ce dossier. Mais d'abord, arrêtons-nous sur ce qui s'est passé il y a environ 66 millions d'années, lorsque les dinosaures, mais aussi bien d'autres espèces animales et végétales ont été rayées de la planète. C'était la 5e grande extinction, et c'est juste en dessous. Si tous les dinosaures étaient encore vivants, nous, on ne serait pas là, c'est ça? Oui. Et pour le comprendre, je te propose un petit voyage dans le temps, il y a plus de 66 millions d'années. À cette époque, la Terre est peuplée de très nombreuses espèces, et pas seulement des dinosaures. Dans les airs volent les ancêtres des oiseaux, mais aussi de gigantesques reptiles volants, comme les ptérosaures. Les mers sont peuplées de poissons, d'étoiles de mer, de tortues marines. Mais gare aux mosasaures, un redoutable reptile marin. Sur les continents vivent déjà les crocodiles, lézards, serpents, tortues. Il y a même des mammifères comme le chronopio. Mais tous cohabitent avec les dinosaures. Un groupe de reptiles terrestres d'une très grande variété qui vivent sous toutes les latitudes. Parmi eux, on trouve des géants, des plus petits, des dinosaures à écailles, d'autres à plumes, des herbivores ou de terrifiants carnivores, comme le tyrannosaure par exemple. Heureusement qu'ils sont plus là, eux. Oui, et ça s'est produit soudainement. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de près de 5 km de rayon s'abat sur la Terre, créant un cratère de 150 km de diamètre au niveau du Mexique. Simultanément, une éruption volcanique de grande ampleur se produit en Inde. Ces deux événements projettent dans la haute atmosphère de grandes quantités de poussière et de cendres, plongeant la Terre dans l'obscurité. En quelques mois seulement, c'est un véritable effet domino. Les plantes, privées de soleil, cessent de pousser. Certains herbivores ne trouvent plus de quoi se nourrir et disparaissent, entraînant avec eux des carnivores qui n'ont plus d'herbivores à se mettre sous la dent. Au cours de cette crise, qu'on appelle Crétacé tertiaire, 70% des espèces vont disparaître. C'est l'extinction des dinosaures. Oui. Enfin, pas tout à fait. Certains d'entre eux ont survécu. Les oiseaux, car certains chercheurs n'hésitent pas à les classer parmi les dinosaures,
Et puis, d'autres espèces ont également survécu, comme leurs cousins reptiliens, crocodiles, tortues, lézards, ou encore certains insectes et mammifères. Ces rescapés devraient être bien contents que les dinosaures ne soient plus là. Oui, en disparaissant, les dinosaures ont libéré ce qu'on appelle des niches écologiques. C'est-à-dire que les espèces qui ont survécu ont eu soudainement beaucoup d'espace pour se développer et en plus peu de prédateurs. En quelques millions d'années seulement, la Terre était à nouveau repeuplée. Mais cette fois, ce n'est plus le règne des dinosaures, plutôt celui des mammifères qui ont évolué et donné des dizaines de nouvelles familles d'espèces. Les félins, les delphinidés, les cervidés. Et certains primates sont devenus les hommes. Savez-vous qu'il y a plus de points communs entre un crocodile et une poule qu'entre un crocodile et un lézard? Et oui, quand on veut étudier l'évolution des espèces et les liens de parenté qui existent entre elles, il ne faut pas se fier aux apparences, mais plutôt à la génétique. Et puis, il faut une véritable machine à remonter le temps. Cette machine, on l'appelle l'arbre phylogénétique. Et ça marche comme ça, regardez. Ben, à quoi ça sert de ranger les êtres vivants? Attention, ils ne sont pas rangés, ils sont classés. Sur Terre aujourd'hui, on connaît presque 2 millions d'espèces. Ça fait beaucoup. Alors pour bien comprendre comment elles sont apparues au fil du temps, il faut en faire la généalogie. Il faut trouver les ancêtres communs à plusieurs espèces. Pour cela, on utilise un arbre phylogénétique. Phylogénétique. Ça m'a l'air bien compliqué comme arbre. On va y aller par étapes. Au bout de toutes les branches de l'arbre, ce sont toutes les espèces vivantes présentes sur Terre aujourd'hui. Et lorsqu'on remonte le long de leurs branches, elles se rejoignent souvent en un point, ce qu'on appelle un nœud. Chaque nœud correspond à des ancêtres communs qui, en évoluant au fil du temps, ont donné naissance à toutes les espèces situées au bout de ces branches. Et plus on remonte le long des branches, plus on trouve les tout premiers ancêtres communs aux espèces. Ici, l'ancêtre des mammifères, et si on remonte encore, l'ancêtre des vertébrés, jusqu'aux tout premiers ancêtres communs, les plus anciens que l'on connaisse. Ok, pigé. Cet arbre, c'est un super outil pour remonter le temps, pour remonter le fil de la vie. Exactement. Et grâce à lui, on a découvert des choses surprenantes, du moins qui n'étaient pas évidentes au premier coup d'œil. Savais-tu, par exemple, que le crocodile est plus proche de la poule que du lézard ? Ça ne saute pas aux yeux, hein. Et en plus, il me semble que pour l'instant, les poules n'ont pas encore de dents. Oui, mais c'est un piège. Alors certes, le lézard et le crocodile se ressemblent en apparence, mais les points communs entre la poule et le crocodile sont bien cachés. Par exemple, tous les deux possèdent un gésier en plus de l'estomac pour digérer les aliments. Le lézard n'en a pas. En fait, pour mieux classer les espèces, il faut parfois chercher jusque dans leurs cellules, jusque dans leur ADN, une molécule qui est caractéristique de chaque être vivant. Si on compare l'ADN du lézard, de la poule et du crocodile, on constate que la poule et le crocodile sont bien plus proches. Ils possèdent un ancêtre commun beaucoup plus récent que celui qu'ils ont avec le lézard. Grâce à l'ADN, les scientifiques peuvent donc établir des arbres d'évolution bien plus précis qu'auparavant. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on fait tous partie du même arbre, avec les insectes, les bactéries et même les plantes. Un écosystème, vous savez, c'est un système formé par un environnement, ce que l'on appelle un biotope, et par la biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des espèces animales et végétales qui vivent, se nourrissent et se reproduisent dans cet environnement. Ça peut être par exemple une forêt, une mare ou un récif corallien. Voici comment se forme ou se reforme un écosystème idéal au fil du temps. Sentez-vous cette odeur de brûlé ? Des cendres partout, des arbres cassés, noircis, dénudés, plus de végétation et pas de traces de vie. Sous un climat chaud et sec, la foudre a provoqué un énorme incendie qui a tout ravagé sur son passage.
Mais n'ayez crainte, tel un phénix qui renaît de ses cendres, la nature est pleine de surprises. Elle s'en remettra, mais lentement. Le chêne-liège, par exemple, a survécu aux flammes grâce à son écorce épaisse qui le protège. Bon, toutes ses feuilles ont brûlé, mais lui, il survivra. Le pin maritime, quant à lui, a su protéger ses graines de la chaleur. Elles sont tombées intactes après l'incendie. Beaucoup de graines dites dormantes, sous terre, ont été épargnées et stimulées par le feu. En plus, la cendre et le charbon sont de très bons fertilisants. Ils enrichissent le sol de substances organiques et minérales appelées nutriments. Enfin, certains insectes ont su se cacher et quelques petites mousses ont été préservées. Il y a donc tous les ingrédients nécessaires pour démarrer la construction d'une nouvelle et magnifique forêt. Patience, patience! Un an plus tard, le paysage a déjà bien évolué. Vous ne le voyez pas ? Mais si, regardez de plus près, ça se passe dans le sol. Les nutriments ont permis aux micro-organismes, comme ces bactéries, de se développer. La plupart des graines du sol ont germé depuis bien longtemps. De l'herbe a poussé et les futurs premiers arbres pointent déjà le bout de leur nez. À la surface, le ruissellement de l'eau de pluie a emporté les dernières cendres. Le vent a apporté avec lui des mousses qui se déploient pour former un tapis moelleux, accompagné de lichens qui apprécient l'humidité de la rosée matinale. Non loin de là, une limace grignote tranquillement un champignon sous l'œil affamé d'une musaraigne en chasse. Je vous l'avais dit, après le feu revient la vie. Bon, ok, cette limace par contre ne va pas faire long feu. Après une dizaine d'années, ça y est, notre forêt se remplit. La végétation pousse un peu partout, jusque dans les fissures des roches. Des arbustes comme ces cistes de Montpellier, par exemple, demandent beaucoup de lumière pour se développer. Sans les arbres qui font de l'ombre, ils se portent donc très bien. Pourtant, le chêne-liège brûlé tente de revenir dans la course. De jeunes branches ont poussé, mais rien à voir avec l'arbre massif qu'il était jadis. De même que pour ces pins maritimes qui prennent peu à peu de la hauteur. Mais tous les oiseaux ne peuvent pas encore s'y installer. Pour la fauvette, à tête noire, les arbustes sont trop fragiles et trop près du sol pour y fonder un nid. Elle vient seulement pour manger des insectes ou des graines. Et croyez-le ou non, les graines contenues dans les fientes des oiseaux participent à la plantation des arbres. Mais les oiseaux ne sont pas les seuls jardiniers. Le vent ajoute son grain de sel en transportant lui aussi des graines légères et faciles à disperser. Au bout d'une cinquantaine d'années, tous les arbres sont enfin là et en pleine forme. Des pins, des arbousiers, des bruyères, des pistachiers et notre chêne-liège aussi. De sa souche est né un bel arbre feuillu. Même si les arbres sont encore jeunes, cette forêt est déjà mature et bien développée. Les espèces végétales se développent en fonction des autres. Certaines s'étirent vers le ciel car elles ont besoin de beaucoup de lumière, quand d'autres préfèrent pousser à l'ombre des grands arbres. Au sol, la lavande est butinée par une abeille dont la course s'arrête brutalement. Elle s'est emmêlée les ailes dans une toile tissée par une épaire diadème. Celle-ci est fortement convoitée par un petit lézard qui prend le soleil. Mais la mésange nonnette sera plus rapide. D'un battement d'ailes, l'araignée disparaît, engloutie. Le petit oiseau se régale sans savoir qu'au loin, dans les plus hautes branches, un épervier s'apprête à en faire son déjeuner. Bon, au final, chacun mange son prochain. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Tous les êtres vivants dans la forêt dépendent des autres pour survivre. Les arbres ne sont malheureusement pas immortels. Au fil du temps, certains d'entre eux meurent malades ou deviennent la proie des insectes. D'autres, parmi les plus robustes, finissent par dépérir au bout de 200 ans ou plus. Dans tous les cas, c'est tant mieux. Savez-vous que la mort naturelle d'un arbre rajeunit la forêt ? Regardez ce pistachier par exemple. Sa durée de vie est plus courte que celle d'un chêne. En tombant, il libère de l'espace au sol et crée un puits de lumière. Grâce à lui, un nouvel
tel arbre peut pousser, tandis qu'un autre peut s'étendre. Pas mal, non? Et vous n'avez pas tout vu. Sur le tronc mort, des champignons et des moisissures entament un long travail de décomposition. Le bois pourrit est peu à peu transformé en nutriments qui alimentent ensuite les bactéries. Lorsqu'elles meurent, les nutriments qu'elles contiennent deviennent alors consommables par la végétation. Les herbivores mangent la végétation, les carnivores mangent les herbivores et à leur mort, les carnivores sont aussi recyclés par les bactéries qui nourrissent encore les plantes. Au final, presque 1/5 de la faune en forêt dépend du bois mort pour sa survie. Vous l'avez compris, le bois mort, c'est bon pour la forêt. Il faut donc plusieurs siècles pour construire un écosystème complexe dont les habitants maintiennent l'équilibre. Et quelques minutes seulement pour raser un arbre avec un engin forestier. Si la nature aime prendre son temps, l'homme, lui, est un peu impatient. Et la forêt n'est qu'un exemple d'écosystème parmi tant d'autres. Les mares, les prairies, les fonds marins, tous les milieux demandent autant de labeur, décimés peu à peu par les produits chimiques, la pêche, l'expansion des villes, etc. Heureusement, par endroits, les hommes préservent ces ressources en créant des réserves naturelles protégées. Allez, venez adhérer à mon comité de soutien aux vers de terre. Pesticides, algues tueuses, braconnage, surpêche, réchauffement climatique. Les raisons qui empoisonnent la vie de nos écosystèmes sont multiples. Voici un tour du monde des espèces les plus menacées. Bzz, bzz, bzz. Un petit battement d'aile et hop, l'abeille domestique ou Apis mellifera se pose sur une fleur et butine. Regardez les petits pompons jaunes sur ses pattes, c'est du pollen. Cette abeille est très répandue, c'est elle qui fabrique du miel dans nos ruches. Mais l'usage abusif des pesticides dans certaines régions de la Chine a provoqué leur disparition. Ils n'ont plus de miel alors, les Chinois ? C'est pas tellement le miel qui leur a posé de problème, c'est le fait que le travail de l'abeille n'était plus fait. Tout ce que vous mangez en plantes, à part les céréales classiques, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui fait des fleurs, a besoin d'abeilles. Ah oui, je sais, c'est la pollinisation. Cette étape est indispensable pour que la fleur devienne un fruit. Mais elles font quoi, toutes ces personnes perchées dans les arbres ? Les femmes, en fait, font le travail de l'abeille et elles font ce qu'on appelle marier. La vanille, c'est le meilleur exemple, qui est une orchidée. Elle est mariée, ça veut dire qu'on va mettre la partie mâle et la partie femelle en contact. Et la femme fait le travail de l'abeille. Et une abeille, ça travaille dur. Chaque jour, plusieurs millions de fleurs sont pollinisées par les abeilles d'une seule ruche. Si tous les humains devaient le faire aussi, ça prendrait du temps et de l'argent. De l'ordre d'un peu moins de 200 milliards d'euros par année. Alors que là, elles le font gentiment et gratuitement pour nous. On est trop bêtes de s'en priver. Pour les sauver, une seule solution, arrêter les pesticides. Et si je viens avec plein de ruches et plein d'abeilles pour repeupler la région, est-ce que ça marche ? Il faut quand même savoir qu'une ruche, c'est 35 000 abeilles. Donc il ne faut pas les amener massivement tout en même temps. Il faut le faire progressivement. Même en ville, c'est bien des ruches en ville, mais pas trop de ruches en ville non plus. Parce que 35 000 abeilles qui arrivent, elles prennent la place de quelque chose qui était déjà là auparavant. Donc il faut y aller. En écologie, c'est toujours comme ça. Il faut y aller de façon modérée et intelligente. En tout cas, chez nous, on a quand même intérêt à faire attention à nos abeilles. Au début des années 1980, une algue verte appelée Caulerpa taxifolia a été introduite dans l'aquarium de Monaco pour décorer ses bassins. Mais à l'époque, personne ne se doutait qu'on la retrouverait ensuite dans la Méditerranée. En fait, cette algue a produit des petites cellules de dispersion appelées spores. Ces spores sont arrivées en mer par les tuyaux de rejet de l'eau et l'algue en a profité pour proliférer. Aujourd'hui, on la surnomme algue tueuse. Mais pourquoi ? Parce qu'elle produit en fait une toxine dans ses feuilles et la faune méditerranéenne ne s'est pas adaptée à ces zones particulières. Et comme elle a pris la place d'herbiers à Posidonie, qui était là auparavant, elle a causé un problème d'effondrement des populations naturelles. Si l'écosystème est sain, en bonne santé, pas pollué, avec beaucoup d'espèces vivantes, quand l'invasif arrive, il ne peut pas s'installer. Parce qu'ils ont les défenses naturelles pour l'empêcher de s'installer. Si par contre il est un peu fragilisé, un intrus peut s'installer. Une aubaine pour la Caulerpa, puisqu'à l'époque, la Méditerranée était déjà fortement polluée. Mais il n'y a pas que les aquariums qui répandent des espèces invasives, les bateaux aussi.
Un pétrolier géant prend 300 000 tonnes d'eau de mer à Rotterdam, parce qu'ils ne peuvent pas naviguer à vide, il faut qu'ils soient bas sur l'eau. Avec cette eau de mer, ils vont à Abu Dhabi, ou ils vont à Oman, ils remplissent le pétrolier de pétrole, mais ils rejettent cette eau de mer-là. Et cette eau de mer, elle contient des milliards de cellules, de microalgues, des virus, des bactéries, qui s'échappent et qui sont des envahisseurs, qui sont des invasifs. Comme la jacinthe d'eau, cette plante aquatique poussait sur le fleuve Amazone en Amérique du Sud. Comme elle est très jolie, elle a été introduite dans plusieurs régions du monde, sauf qu'elle pousse partout très vite et qu'elle étouffe tout le reste. Les exemples de plantes invasives sont encore nombreux. Le Miconia est un arbre qui a été amené au jardin Gauguin à Papeete, à Tahiti. Il est sorti, et là, encore une fois, sans prédateur et sans faune pour le dévorer, il s'est mis à exploser. Il est en train de couvrir totalement l'île de Tahiti. C'est une catastrophe parce qu'il fait des systèmes extrêmement touffus qui tuent tout le reste. Bon, j'ai compris. Dans mon jardin, je vais uniquement faire pousser des orties et des pissenlits. Du haut de ses 3 mètres et avec ses 5 tonnes, l'éléphant d'Afrique est un animal relativement gros. Pourtant, c'est une espèce fragile. L'homme le convoite depuis bien longtemps pour sa viande, mais aussi et surtout pour ses défenses faites d'ivoire. Il est victime d'une chasse illégale de plus en plus dangereuse, le braconnage. Vous avez des groupes qui vont être lourdement armés, qui vont être organisés, qui vont se déplacer sur un pays ou entre les pays, cibler des populations qui peuvent être dans les aires protégées ou pas, et ils vont décimer carrément une population importante et repartir avec l'ivoire. Donc c'est une nouvelle forme de braconnage qui est extrêmement grave et qui est importante. On avait par exemple au début du siècle dernier, c'est-à-dire au XXe siècle, on avait 3, 4, 5 millions d'éléphants. Aujourd'hui, on estime à peu près à 470 000 éléphants. Si le niveau de braconnage est plus important que la vitesse de reproduction et de développement des éléphants d'Afrique, ils disparaîtront pour de bon. Et les braconniers ne sont pas les seuls coupables, car derrière la vente de l'ivoire, eh bien, il y a des acheteurs qui permettent au commerce illégal de continuer. Cette demande par rapport à la question de l'ivoire est principalement en Asie. D'où la nécessité, bien sûr, de s'occuper de la question de la demande et de voir comment on peut réduire la consommation à travers le changement de comportement des gens qui utilisent ces produits finaux. Et donc, traiter du braconnage n'a pas de sens si on ne lutte pas contre les trafics et surtout, ce qui draine l'ensemble de tout ça, savoir la demande. Donc l'approche qui doit développer, c'est réduire la demande, réduire les trafics, réduire le braconnage. Malheureusement, le braconnage n'est pas la seule menace qui pèse sur l'éléphant. Son territoire normalement très étendu est peu à peu grignoté par les activités humaines, ce qui le contraint parfois à se rapprocher des zones habitées par les populations locales. Cela entraîne une nouvelle source de conflit entre les éléphants et les hommes, pour qui cette proximité est un danger. Deux espèces de gorilles vivent en Afrique, le gorille de l'Est et le gorille de l'Ouest. Mais au total, ils ne sont que 100 000 environ, c'est très peu. Ces animaux vivent en groupe avec un mâle, des femelles et des petits. Si un individu meurt, tout le groupe est menacé. Malheureusement, c'est un scénario courant. Les gorilles sont consommés par les hommes. Ils sont ce qu'on appelle de la viande de brousse. En Afrique, on a, comme dans plein d'autres pays, une urbanisation, une concentration des gens dans les centres urbains qui importent avec eux le besoin d'alimenter aussi de la viande. Et donc la viande de brousse peut avoir un impact fort. Aujourd'hui, vous avez une chasse ciblée qui vise sur l'ensemble des produits d'espèces sauvages, notamment de grands singes, pour alimenter à des fins lucratives un marché urbain important. Ok, j'ai compris. En ville, la vente de cette viande sert uniquement à gagner de l'argent. Mais en dehors des agglomérations, on ne peut quand même pas retirer aux populations locales leur source de viande. C'est vrai que pour les populations villageoises, rurales, c'est une des rares sources de protéines, voire la seule source de protéines. Et d'ailleurs, c'est autorisé, c'est légal. La question n'est pas là. La question de fond, c'est comment aujourd'hui épuiser un milieu à des fins lucratives pour des privés, pour répondre à une demande. Là, on est dans une autre dimension. Et donc là, clairement, c'est l'application de la loi. C'est interdit aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire, c'est interdit. Donc ça pose d'autres problèmes qui sont ceux de l'application effective des lois. Qui dit faire appliquer la loi demande un long combat. Il faut trouver comment décourager ces commerces et interdire la vente de cette viande dans les restaurants. D'autant plus que les gorilles ne sont pas les seuls menacés. Le chimpanzé et le bonobo sont aussi victimes de ce marché illégal.
Pendant 500 ans, tous les pays qui bordent l'océan Atlantique ont pêché la morue de Terre-Neuve, grand poisson adepte des eaux froides. Jusqu'aux années 1980, la pêche traditionnelle était proportionnelle au stock disponible. Pourtant, on consommait ce poisson du Canada jusqu'au Portugal. Mais depuis 25 ans, ces stocks se sont effondrés. Quelques bateaux industriels dans les années fin 80, début 90. En 3, 4, 5 ans, ils détruisent le stock de morue de la Terre-Neuve. Et donc toute l'industrie, il y avait 40 000 emplois au Canada qui disparaissent avec cette morue qui s'en va. Et donc ça montre que pêcher, c'est bien pour l'humanité. Surpêcher, c'est stupide. On tue la poule aux œufs d'or. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de la réintroduire dans les anciennes zones de pêche? Quand vous enlevez un stock comme celui-là, la nature a horreur du vide. Hein. Il y a des tas d'espèces qui prennent la place des morues. Et maintenant, elle ne peut pas revenir. Est-ce qu'on peut restocker, c'est une question. Est-ce qu'on peut ramener les bébés morues là? On a essayé, ça ne marche pas très bien. Donc on va reprivilégier l'extension de stocks qui sont ailleurs. Mais c'est parti. Ok, donc c'en est fini de la morue de Terre-Neuve sur les côtes canadiennes. À cette vitesse, c'est plus les poissons qui vont disparaître, mais les pêcheurs aussi. Et si tous les stocks sont engloutis par les très gros navires, ils vont devenir quoi, les petits bateaux? On peut vraiment en mer sauver la pêche. Il faut s'y prendre maintenant, avec des mesures intelligentes, tous collectivement, et le métier de pêcheur sera toujours intéressant à exister. Et pour ça, il faut surtout partout interdire le fait de surpêcher. Surpêcher, c'est quoi? C'est enlever plus d'individus que ce que la nature renouvelle tous les ans. C'est tout simplement ça. C'est du bon sens. Hein. Brrr, il fait froid ici. Bon, trêve de plaisanterie. En Arctique, les ours blancs aiment la glace. Ils vivent sur une mer gelée, la banquise, qui s'étend sur plusieurs millions de kilomètres carrés. Lorsqu'elles fond, les ours blancs sont obligés de revenir sur la terre ferme et d'attendre qu'elle se reforme. Mais à cause du réchauffement climatique, les périodes sans glace sont de plus en plus longues, ce qui menace la vie des ours. Aujourd'hui, il en resterait à peine 25 000. Ce qui est important, c'est que si vous avez une modification forte à cause du réchauffement climatique, à la fois de la période à laquelle cette fonte commence, elle va commencer plus tôt et la glace va se reformer plus tard. Vous avez donc une période intermédiaire qui va être de plus en plus longue. Et cette période de plus en plus longue, elle va se réaliser sur la terre ferme. Or, les ours, ils se nourrissent de quoi? Je sais, ils mangent des phoques. L'ours blanc a besoin de ses protéines animales, a besoin de ses animaux pour former ses propres graisses. Il a un cycle biologique bien particulier et ces graisses sont essentielles pour passer cette période intermédiaire où il n'y a plus de glace. Or, plus elle s'allonge, plus on tape dans les graisses, plus les populations, les ours sont fragilisés, plus ils auront du mal à faire des petits, plus ils ont du mal à augmenter les populations. Ça, c'est majeur. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, les ours blancs risquent de disparaître d'ici plusieurs dizaines d'années. Ils sont classés sur la liste rouge des espèces menacées. Mais la fonte de la banquise menace aussi tous les autres habitants. Les phoques, qui sont la principale source de nourriture des ours, ils mangent du poisson. Les poissons se nourrissent notamment du zooplancton, du phytoplancton. Si vous avez une modification de la température des eaux, vous avez une modification de l'ensemble de la chaîne trophique. Et donc, qui par effet de cascade aura un impact bien sûr sur l'ensemble de la chaîne, notamment celui qui est en haut de cette pyramide, je dirais, alimentaire, qui est l'ours. Donc on comprend bien que ce qui est en jeu, ce n'est pas que l'ours blanc, c'est l'ensemble d'un système qui était en pseudo-équilibre, mais qui va être fortement perturbé du fait des activités humaines par effet de ricochet. Oh, ça c'est du matou, hein. Regardez ce beau pelage. Les tigres sont vraiment fascinants. Au début du XXe siècle, on en comptait environ 100 000 sur l'ensemble du globe. En 2010, il n'était plus que 3200. 3 espèces ont complètement disparu dans les années 80. Il faut dire que plusieurs menaces s'attaquent à lui. Son territoire est peu à peu fragmenté. Il est aussi victime du braconnage et de la disparition de ses proies. C'est un grand prédateur. Il va se nourrir principalement, ça va être des cochons sauvages, ça peut être beaucoup d'ongulés, ça peut être des buffles par exemple. Donc si ces proies diminuent sur le terrain, c'est-à-dire que si l'habitat n'est pas assez riche pour héberger suffisamment de proies, on voit bien que ce n'est pas qu'un problème de surface de l'habitat, c'est aussi, il faut un habitat de qualité qui permet d'héberger des proies. Et donc ça, c'est une condition sine qua non pour la survie du tigre. Grands espaces et beaucoup de proies, un minimum 50 et 60 par tigre par an, et des animaux assez gros, 60-70 kg, voire plus. Et l'enjeu, c'est que le braconnage qu'il y a sur le tigre, il existe aussi sur les proies. Et donc on voit les deux effets cumulatifs, disparition des proies et aussi disparition du tigre directement par le braconnage. Mais alors, si le tigre ne trouve plus de proie, il risque de s'attaquer au troupeau.
Et les tigres, si on diminue les proies sauvages, ils vont se porter sur des proies non sauvages, notamment des troupeaux, et donc causer des problèmes. Donc les tigres peuvent être aussi abattus pour ces raisons-là. C'est aussi une menace. Après, par rapport au braconnage, ils peuvent alimenter un commerce illégal de parties et produits de tigres. Ça peut être la peau, ça peut être les os, ça peut être les griffes, ça peut être plein de parties et produits du tigre pour alimenter notamment la médecine asiatique traditionnelle. La tortue luth est la plus grosse des 7 tortues marines. C'est une espèce migratrice. Certaines voyagent dans l'océan Pacifique, d'autres dans l'océan Atlantique. Au début des années 1980, elles étaient environ 115 000. Aujourd'hui, leur population a été divisée par 4. Les tortues luth du Pacifique sont les plus menacées. Lorsque les femelles reviennent pondre sur les plages, elles et leurs futurs petits subissent de plein fouet la pollution humaine sous tous ses aspects. Ça peut être passer sur la plage avec des engins mécaniques pour tasser le sable, ce qui fait qu'on va avoir plus de difficultés à creuser le sable. Ça va être les déchets. Lorsque les jeunes repartent, s'ils vont dans des boîtes de conserve, dans des filets, etc., ça va augmenter leur mortalité. Et ça peut être aussi les touristes qui sont bien sûr émerveillés à l'idée de pouvoir observer une ponte ou voir une éclosion et qui vont être là. Ça peut perturber, pourquoi ? Parce que la lumière qu'ils peuvent émettre, notamment, au-delà des autres types de dérangements, peut générer des problèmes pour que les animaux reviennent à l'eau. Ce qui est important lorsqu'un animal éclot, c'est d'aller vite dans l'eau. Si vous avez par exemple une frontale ou si vous avez par exemple des lampadaires en bord de côte, forcément les animaux vont être intéressés pour aller vers ce type de lumière. Donc ils vont s'éloigner de la côte et augmenter la probabilité de se faire capturer, soit par des prédateurs, soit de se perdre et puis mourir. Imaginez alors ce qu'il se passe lorsqu'une horde de touristes invasifs viennent perturber ce processus naturel. Saviez-vous que sur 1000 œufs pondus par les tortues, un seul petit est destiné à survivre jusqu'à l'âge adulte ? Il est donc urgent et sacrément urgent de protéger ces espèces. Il existe des plages dans lesquelles il y a les visites de tortues marines qui sont encadrées. Il faut respecter ces encadrements et il faut respecter la nature en général. Parce que c'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir avoir une ponte de tortues marines par exemple et de tortues luth notamment. On peut le faire, mais il faut se renseigner auprès d'associations, auprès de professionnels qui encadrent ça et pas faire ça n'importe où. On ne peut pas observer quelque chose simplement en arrivant et en débarquant et en faisant du bruit. Et voilà. Une ponte, ça se respecte. C'est au moment de la ponte que les tortues sont les plus vulnérables, sans parler de leurs petits livrés à eux-mêmes. D'autant que le danger est aussi sous l'eau et qu'il peut parfois se cacher derrière un simple sac plastique. Par exemple, une tortue marine, comme la tortue luth, mange beaucoup de méduses. Si elle confond ça avec une proie, effectivement, elle peut s'étouffer avec ça, par exemple. Ça peut être la pêche aussi. La pêche utilise des filets. Ce sont des reptiles, elles ont besoin de respirer, il faut qu'elles remontent. Si elles sont engagées dans ces filets, elles ne peuvent plus remonter, elles vont s'étouffer et elles peuvent dépérir. Les scientifiques parlent d'une crise d'extinction massive lorsque sur la planète, au moins les 3/4 des espèces vivantes disparaissent dans un temps relativement court. La Terre en a déjà connu 5 et on évoque aujourd'hui les risques d'une 6e grande extinction. Est-ce un scénario possible? Pour quelles raisons? Comment s'en protéger? Voici quelques-unes des questions que nous avons posées à notre expert, Gilles Boeuf. En fait, on en connaît 60 depuis à peu près 800 millions d'années. Et dans ces 60, 5 sont majeurs. La première a eu lieu il y a à peu près 350 millions d'années. Après, il y a eu la deuxième, un petit peu derrière. Ensuite, il y a eu une très très forte il y a 252 millions d'années. C'est la 3e grande crise d'extinction. Là, 96% des espèces, des macro-espèces, dans l'océan et sur les continents s'éteignent. C'est la charnière entre la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire. Après, il y en a eu ensuite une 4e, puis une 5e, celle qu'on connaît bien. Celle qui fait disparaître les dinosaures il y a à peu près 65,5 millions d'années. C'est une situation qui fait qu'en un temps court, disparaissent au moins les 3/4 des espèces vivantes sur la Terre, à la fois dans l'océan et sur le continent. Les causes sont multiples. C'est la conséquence de changements globaux. Alors en général, en gros, il peut y avoir un impact de météorites. Il y a une augmentation très forte de la température dans l'air et dans l'océan, sur un temps assez court. On a vu aussi souvent un effondrement de l'oxygène, soit dans l'eau de mer, soit dans l'air. On a vu aussi des rencontres de continents. Donc c'est tout ça mis en place qui explique les crises d'extinction. Je prends le cas de l'océan. On aime bien l'océan. Pour un scientifique, pour dire
Cette espèce a disparu de l'océan. Il faut être un peu orgueilleux et présomptueux, on n'en sait rien. En fait, celle que l'on connaît comme sûre, disparue, c'est soit la grosse vache marine qui vivait dans la mer de Bering, il n'y en a plus, ça se voit, hein. C'est un gros lamentin, il est parti. Il y a un poisson qu'on n'a plus revu depuis quelques siècles. Il y a un petit coquillage qui ne vivait qu'en Hollande. Et aujourd'hui, quand on va là-bas, comme ce sont des pôles d'herbe, il y a des vaches qui mangent dans des champs. Il est parti, celui-là. Donc tout ça mis bout à bout nous amène à constater des extinctions. Mais beaucoup plus grave que ça, c'est l'effondrement des populations qui est préoccupante. Et ça va très très vite. En 50 ans, on a perdu la moitié du nombre des individus des populations animales de vertébrés. Ce qui est inconcevable, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de crise. Les causes, elles sont de 4. Hein. On détruit les écosystèmes, on arrache des forêts, on arrache le littoral, on pollue, bien sûr. Hein. Je mets les deux en même temps, destruction et pollution. Ensuite, on surexploite, on coupe trop de forêts tropicales, on pêche trop. La troisième, ça va être la dissémination de tout partout. L'humain transporte des espèces ailleurs. Le rat est un énorme problème partout. Hein. Et la dernière, c'est le climat qui change. Et il faut être de très mauvaise foi aujourd'hui pour dire que l'humain n'est pour rien dans ce climat qui change si vite. Ce qui propose cette crise d'extinction, c'est un prix Nobel de chimie. C'est un Hollandais qui s'appelle Paul Crutzen, il a le prix Nobel en 1995. Ils ont découvert le trou dans la couche d'ozone. Et il propose ça en 2000, et pour lui, c'est le démarrage de l'ère industrielle. Charbon-pétrole. Hein. On passe du cheval animal au cheval vapeur, donc on est à peu près à la Révolution française. Les ONG se battent pour sauver le tigre, l'éléphant d'Afrique, la panthère des neiges, le gorille de montagne. Ouais, elles n'ont pas tort, hein. Mais nous, scientifiques, on est beaucoup plus intéressés par sauver le vrac, y compris les moustiques et les puces. Hein. Parce que c'est le vrac qui nous permet de gérer des écosystèmes complets, justement, avec une harmonie entre tout. Donc il y a une discussion. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que, personnellement, je suis beaucoup plus un défenseur d'écosystèmes, de milieux, que d'espèces. On sauvera le grand panda chinois si on sauve les forêts de bambou de Chine. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que chaque fois que l'humain agresse cette nature qui nous entoure, il s'auto-agresse. Et ça, c'est vraiment mon combat aujourd'hui, c'est de dire aux gens, acceptez que vous faites partie de la biodiversité. On est dedans. On a plein d'acariens dans notre lit, de trucs dans nos cheveux, avec des poils, des épines. On est super beau quand même. Hein. D'ailleurs, on ne serait pas beau si on ne les avait pas. Un corps humain, c'est 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Un cerveau humain, c'est 80% d'eau. Donc, l'humain est fait d'eau et de bactéries, donc on devrait baisser le niveau d'arrogance. Mieux accepter que nous faisons partie de cette nature, et dans ce cas-là, on la sauvera beaucoup mieux. Cette galerie, elle est là pour montrer aux gens que si on ne fait pas plus attention à ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, elle va s'agrandir, cette galerie. Et que des enfants aient le droit à un animal comme ceux qui sont là, naturalisés, c'est triste. Moi, je prends mon cas, j'ai des petites filles, elles ne connaîtront jamais le dauphin du Yangtze-Kiang qui a disparu en 2007. Alors on me dit, mais on s'en fiche, ton dauphin, moi j'habite à Paris, je n'avais jamais vu, ça fait rien. C'est tout un système qui se met en place. Ce sont les symboles du système qu'on est en train de perdre. Et c'est pareil pour ce qu'on voit, mais c'est pareil pour les sons de la nature aussi. Il y a des sons qui ont disparu. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Eh bien c'est simple, c'est qu'il faut arrêter d'abord les bêtises que l'on fait. Et ensuite se mettre collectivement en place pour dire quel est le monde soutenable dont nous avons envie ? Plus de sobriété, moins gaspiller. Arrêter cette consommation effroyable, en fait, telle qu'on l'a fait là aujourd'hui. C'est pas revenir en arrière du tout, hein. Et prendre comme critère non pas la richesse financière, mais le bien-être. De quoi a-t-on envie collectivement ? Il faut donner de l'espoir aux gens dans le futur, finalement. Même si on se prépare à un avenir un peu compliqué. En fait, je dis souvent, le probable est assez inquiétant. Et bien, tous ensemble, y compris dans les médias, faisons tout pour que ce probable-là ne se produise pas. C'est jouable. Voilà, et avant de refermer ce dossier sur la biodiversité, une petite question pour vous. Par quoi a été causée la disparition des dinosaures ? 1. Par la chute d'une météorite. 2. Par une gigantesque éruption volcanique. 3. Par ces deux phénomènes cumulés. 4. Par une invasion extraterrestre. Voilà, on n'a pas été trop méchants cette semaine, hein. Allez, ciao et à très bientôt. Si vous aimez ce dossier, surtout n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez nous aider à en réaliser d'autres, vous pouvez aussi tiper pour nous soutenir financièrement, soit en faisant un don ponctuel, soit en nous soutenant mensuellement. En tout cas, quel que soit le montant de votre don, ça nous aidera. Allez,
À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'espritsorcier.org et bien sûr sur notre chaîne YouTube, l'Esprit Sorcier officiel. C'est pour la science.